Bienvenue sur la Voix de la Vérité, la radio de l'Église évangélique Philadelphie. Auditeurs de partout, bien-aimés frères et sœurs d'Haïti, de Montréal, du Québec en général, des États-Unis, donc de partout dans le monde, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, encore une fois, sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal, et ceci dans le cadre de l'une de vos émissions préférées, Parlons Santé. Avec vous, aujourd'hui encore une fois, c'est le frère Franz Pierre, médecin de famille à Montréal. Et avec moi aujourd'hui pour l'animation de cette émission, c'est la sœur Roselyne Jolteus, que j'invite à se présenter encore une fois et à nous conduire par la prière. Sœur Jolteus, bonsoir. Bonsoir, frère Franz. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Parlons Santé de la Voix de la Vérité de l'Église évangélique de Montréal, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons cette grâce d'être avec vous ce soir pour l'émission Parlons Santé. Et je pense qu'on est habitué avec moi maintenant, c'est la sœur Roselyne Jolteus, docteur Jolteus, qui travaille dans le domaine de la prévention des infections sexuellement transmissibles. Et nous allons inviter le Seigneur à prendre place, à siéger autour de nous pour que tout soit fait pour l'avancement de son œuvre. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous voici prosternés devant ta face, bénis pour t'adorer en esprit et en vérité et pour réclamer, Seigneur, ta présence auprès de nous durant ces heures que nous allons passer ensemble. Nous te disons merci de ce que tu as été avec nous tout au cours de la journée et encore ce soir, nous sommes sûrs, rassurés que tu seras toujours avec nous, car tu ne mens jamais. Tu nous as dit que tu seras toujours avec nous et nous te prenons au mot. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous inspirer et de permettre que tout ce qui va être fait, éternel, soit fait pour l'édification de tous, pour l'augmentation, Seigneur Dieu, des connaissances de nos frères et sœurs. Sois avec nous, dirige-nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. 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 Encore une fois, bienvenue, aimables auditeurs, frères et sœurs bien-aimés. Et comme vous le savez, nous sommes dans une série d'émissions sur les infections sexuellement transmissibles et par le sang, que nous appelons les ITSS. Et nous avons vu la dernière fois les généralités sur les infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une des infections les plus répandues dans le monde. Une des infections dont on a le plus peur, ce sera le VIH-Sida. Et nous allons avoir surtout une vue de santé publique sur cette maladie-là, sur cette infection-là. La prochaine émission se déroulera sur la chlamydia et la gonorrhée comme infection sexuellement transmissible. L'émission d'après portera sur les hépatites, notamment les hépatites B et C,
Et puis, bien sûr, si nous avons le temps, nous aborderons aussi dans une dernière émission les ulcères génitaux. On parlera particulièrement de l'herpès et de la syphilis. Bien sûr, nous avons parlé des infections sexuellement transmissibles la dernière fois. Donc, Sir Jolteus, quelques rappels de ce que nous avons dit. Par exemple, dans un premier temps, nous avons défini ce que nous appelons les maladies infectieuses. Oui. Et on avait dit que on parle de maladies infectieuses, c'est quand un agent infectieux pénètre dans l'organisme, que ce soit cet agent, ce microbe peut être d'origine virale, bactérienne ou parasitaire. On avait parlé des modes de transmission de ces maladies infectieuses qui peuvent être des maladies d'origine vectorielle, donc nécessité d'avoir un vecteur. Ça peut être aussi d'origine animale, dans le cas des zoonoses, et des maladies féco-orales et aussi des maladies infectieuses d'origine alimentaire. Et on parlera un petit peu plus des infections sexuellement transmissibles. On avait aussi parlé des ITSS qui sont les plus fréquentes, Dr. Franz. Nous avons parlé notamment de la chlamydia, de la gonorrhée. Nous avons parlé, alors cité, disons mieux, le LVG qui est le lymphogranuloma venereum. Nous y reviendrons. Les condylomes qui sont très très connus. L'herpès génital qui est le petit frère ou le grand frère de l'herpès labial. Nous n'avons pas parlé, mais des fois on cite la notion de poupubien, que les Haïtiens nomment affectueusement les morpions. Nous parlerons de la syphilis, il y a le VIH-Sida bien entendu, et puis il y a les hépatites. Et nous avons parlé notamment de l'hépatite A. Et je me rappelle que sur ce point, Sir Jolteus, tu nous avais donné une précision pourquoi l'hépatite A est considérée comme une infection sexuellement transmissible, peut être considérée comme une infection sexuellement transmissible. Oui. Et les groupes les plus à risque de développer les infections sexuellement transmissible. C'est surtout les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Là. Et les utilisateurs de drogue par injection et aussi ceux qui inhalent aussi les produits toxiques, les drogues. On les appelle les UDII, utilisateurs de drogue par injection et par inhalation. Et aussi les personnes originaires d'une région où l'infection du VIH est endémique, où le VIH est endémique. Et on a dit aussi que les complications des ITSS, c'est surtout chez les femmes. On avait parlé des maladies inflammatoires pelviennes qui sont les plus fréquentes comme complications. Les douleurs pelviennes chroniques aussi qui peuvent durer plus de 6 mois. On a parlé de l'infertilité aussi et on reviendra certainement avec l'émission Clam-Gono, la grossesse ectopique, les cancers du col et du foie et l'épididymite et l'urétrite chez les hommes. Et puis, Sir Jolteus, Dr. Jolteus, si je me rappelle bien, nous avons dit que n'est pas à risque d'attraper une infection sexuellement transmissible seulement les personnes qui pratiquent l'abstinence à 100%. Oui. Sinon, c'est tout le reste, nous sommes tous à risque, certains plus à risque que d'autres. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous voulons faire un clin d'œil notamment aux différentes infections sexuellement transmissibles et particulièrement le VIH-Sida. Oui. Est-ce qu'il y a, Sir Jolteus, un point en particulier qui a retenu ton attention sur les infections de façon générale, comme on en a parlé la dernière fois? Est-ce qu'il y a un point, d'après toi, qui serait important à signaler? Je te prends au pif, là, donc quelque chose qui te passe par la tête. Je pense que c'est très important le fait qu'on a fait, on a parlé des généralités sur les maladies infectieuses, parce que très souvent ça échappe et surtout pour notre public, notre auditoire, parce que ils pensent que c'est pas leur affaire. C'est pas leur affaire, et on avait parlé pour dire que le début, on peut avoir une infection et ne pas le savoir parce que le plus souvent, c'est asymptomatique. Donc, c'est important de prendre ensuite dans les modes de transmission aussi, mettre quand même notre public à risque.
Donc c'est important, et ça me fait grandement plaisir d'être sur la voie de la vérité pour parler des infections sexuellement transmissibles. Et dévoiler toutes les vérités qui sont en lien avec ça. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les questions qui nous ont été posées aussi. Ben, intéressant. Nous allons revenir, nous prenons une petite pause parce que nous allons revenir spécialement sur le VIH-Sida. Donc, chers auditeurs, une courte pause avec nous. À tout à l'heure. Aimables auditeurs, frères et sœurs bien-aimés, encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous parlons des infections sexuellement transmissibles, moi et le docteur Roselyne Jalteus, et nous allons débattre particulièrement la notion de VIH-Sida. La première question que me senti que dans tête chaque monde, sœur Jalteus, qui sortit là, nous sommes en radio qui est la voix de la vérité, qui sont radio de l'église évangélique. Ça VIH-Sida vient faire dans bagay ça. Donc, pour qui ça, nous devons parler de VIH-Sida, sœur Jalteus? Nous devons parler de VIH. C'est une très, très, très belle question. Et j'aime quand même la façon dont tu as abordé la question, à savoir, pour qui ça n'a parlé de VIH-Sida sous nos radios évangéliques. Et nous allons voir tout à la fin que pour lutter contre cette pandémie du VIH-Sida, les leaders religieux sont des acteurs incontournables. Surtout que dans notre communauté fait partie des groupes à risque de contracter le VIH. Pourquoi en général on parle du VIH? C'est parce que le VIH court toujours, plane toujours sur l'humanité depuis 40 ans après la découverte quand même du premier cas. Et VIH, il y a parlé plus de Covid, mais VIH sont l'autre pandémie. Nous avons deux pandémies. Et ça a fait tellement de morts que nous pas qu'on un traitement pour lui. Et c'est important pour nous parler de VIH-Sida. Et le VIH-Sida, c'est un bagage qui concernait tout le monde. Tout le monde. Puis, bien entendu, ça tombe bien puisque le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et nous avons un organisme de l'ONU que l'on appelle ONU-SIDA. Et souvent, nous entendons parler de l'objectif 2030 ou 2030. Ce qu'on a rappelé, nous, avec auditeurs, ça veut dire. OK. Comme tu as dit, l'ONU-SIDA, c'est une organisation des États-Unis pour lutter contre le sida. Et cette organisation rassemble en effet les ressources et les efforts de 11 organismes des Nations Unies pour s'unir dans le monde afin d'éradiquer le sida. Cette mission de l'ONU vise à conduire et à inspirer le monde pour parvenir à l'accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien. Notez bien que j'ai parlé de la prévention, j'ai parlé du traitement, j'ai parlé des soins et du soutien en rapport avec le VIH, parce que ça demande tout ça. On verra ça quand même au cours de l'émission. Et l'ONU-SIDA, à chaque année, il fixait un objectif. On avait l'objectif 2020, on a l'objectif 25. Et 25, c'est l'inégalité. 2025, c'est les inégalités sociales en rapport avec le VIH. Parce qu'il y a les déterminants de la santé qui font partie aussi des risques
de développer le VIH-Sida, qui entrave quand même les inégalités sociales, qui entrave quand même cette lutte, cette éradication du VIH-Sida. Et nous sommes à l'objectif 2030. 2030 qui vise à avoir 0 nouveau cas de VIH-Sida, 0 décès liés au VIH-Sida et 0 stigmatisation au VIH-Sida. C'était ça l'objectif visé par 2030. Et dès qu'on parle de 0, on voit c'est l'éradication du VIH. C'est un objectif assez ambitieux. Donc, il y a beaucoup à faire. Et avec la COVID, ça a diminué, ça ralentit quand même tous les efforts qui sont faits pour atteindre cet objectif. Mais il n'est pas trop tard. Si tout le monde se met à la tâche, on y arrivera. Et actuellement, j'entends mes jeunes, de moins de 25 ans, me dire, vous parlez d'une maladie dont le premier cas était ça fait 40 ans à peu près. C'est une maladie dont on n'entend plus parler. Pourquoi en parler? Parce que pour eux, c'est bagaille de l'histoire ancienne. Actuellement, sœur et docteur Jolteus, est-ce qu'on a des données sur l'ampleur du problème du VIH-Sida dans le monde ou bien au Québec? Est-ce qu'on a certaines données que nous sommes capables de partager avec auditeurs? En effet, comme je disais tout au début, que le VIH plane toujours, court toujours. Même s'il y a parlé de COVID, VIH là quand même, parce qu'on n'a pas encore trouvé de traitement et qu'on répète que le VIH, on a honte d'en parler parce que c'est une maladie ou une infection qui est liée au sexe. Donc, tout le monde peut reconnaître comment sexualité est tabou, surtout dans la communauté noire. Mais voilà pourquoi on en parle. On entendait parler de pandémie COVID. Vous comprenez? Parce que c'est une infection par voie respiratoire. Okay? Mais VIH là, il est difficile pour le monde parler. Il faut parler de lui parce que tout le monde, ça intéressait tout le monde. Je dirais que j'ai quelques données pour vous par rapport à l'ampleur du problème. C'est que le VIH a entraîné jusqu'ici près de 36,3 millions de décès. Énorme. Et si nous pas continuer, nous allons aller avec un chiffre, en 2025, ça va augmenter encore. On estime aussi que 37,7 millions, on estime à 37,7 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à la fin de 2020. OK? Et 25,4 millions de ces 37 millions viennent de la région africaine. C'est important. Et que je vous dise aussi, les groupes les plus vulnérables sont quand on parle des pays endémiques au VIH, c'est surtout les Caraïbes ou Haïti et avec l'Afrique subsaharienne. On a aussi noté le nombre de morts le nombre de décès liés au VIH en 2020. Ça, ce sont les statistiques de 2020 que je vous apporte. En effet, 680 000 personnes sont mortes du VIH, SIDA, OK? Et comme nouveau cas, au Canada surtout, on estime que le nombre de personnes qui vivent avec le VIH est de 62 050 qui vivent avec le VIH. Mais il faut noter, ça fait environ 167 personnes sur 100 000 personnes au Canada qui vivent avec le VIH. Et je vous dirais qu'on a 13% de ces personnes qui ne connaissent pas leur statut. Donc, qui ne savent même pas qu'ils sont positifs. Avec le VIH, mais qui ne le savent pas. Ouais. Donc, c'est là, il faut aller chercher ces 13%, les placer sous traitement et puis réduire la transmission du VIH. Puis, bien sûr, un autre élément qui ajoute de l'importance de parler du VIH, non seulement nos jeunes de moins de 25 ans sont exposés, non seulement nos jeunes de 25 ans, mais les moins jeunes peuvent être atteints, mais contrairement à la COVID, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin contre le VIH. Il y a seulement des antirétroviraux qui peuvent bloquer l'évolution, la réplication du virus dans l'organisme, mais ils ne peuvent pas détruire le virus. Donc, le virus reste à l'état dormant. Donc, dès qu'on arrête de prendre des antirétroviraux, ça va recommencer encore et détruire les cellules de défense de l'organisme. Donc, un point qui vient dans ma tête actuellement, on est capable, tout ce qu'on fait, c'est éviter
contracter VIH là, parce que une fois que le fin entré, l'irrité. Et là, pour l'accompagner pour la vie. C'est ça. Bon, peut-être une petite note d'espoir aussi, c'est de dire aux gens que le traitement est tellement efficace, tellement bon en Amérique que nous avons des gens maintenant qui sont rendus à 70, qui vivent avec VIH sans problème, qui mourent de l'autre cause. C'est pas SIDA qui tue. Donc c'est devenu une maladie chronique. OK. Une maladie chronique comme le diabète et puis les autres. L'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Et pour les auditeurs, Sœur Jolteus, nous répétons en pile VIH ou bien nous dit SIDA. Il y a un monde qui t'a aimé connaître, c'est quoi la différence entre les deux? En fait, c'est quoi le VIH? C'est quoi le SIDA? Le VIH, c'est le virus qui cause le sida. On l'appelle VIH, c'est le virus de l'immunodéficience. OK? Virus de l'immunodéficience humaine. Humaine, moi, insister sur humaine non, parce que c'est homme qui baille. C'est pas un insecte, par exemple, qui baille. Donc, en d'autres termes, si j'ai le VIH et que j'ai un moustique qui vient piquer, donc moustique, ça pas capable de prendre VIH là pour le faire au Dr. France. Donc, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est quand l'homme que dit causer immunodéficience. Donc, en gros, il n'y a pas un vecteur. Non. Le vecteur, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. OK. Et puis, le sida, donc, le sida, c'est la phase terminale de l'infection au VIH. Donc, le VIH, si le virus est rentré dans l'organisme, après quelques temps, vous développez infection au VIH. Mais vous pas faire maladie. Sida, c'est maladie en phase terminale. Là. Et je prends toujours un exemple, le bloc de l'iceberg dans Titanic, où tu vois la plus grande partie de ce bloc de glace, c'est en dessous de l'eau. C'est la partie cachée. C'est la partie cachée. Et c'est ça, partie cachée, c'est l'infection au VIH. Ou qu'à gagner, ou pas ouel, ou pas connaître, et ou transmettre l'autre monde. La phase sida, tu portes toujours en l'air, c'est phase maladie, là où dans phase terminale maladie, c'est là où on est capable de mourir s'il ne pas traiter. Mais heureusement, comme tu viens de dire, il y a les traitements où tu peux sortir de la phase sida et retourner à la phase infection VIH. OK. Un petit coup d'œil particulier pour les gens qui sont un petit peu plus âgés et qui en Haïti ou bien qui très bon en créole ou bien qui est habitué dans ça, captant de nous, c'est la fameuse notion des 4 H. Ouais. Parce que dans le commencement maladie, il y a eu le 4 H. Ma qu'on sous songer à faire ça. On était stigmatisés, c'est ça, parce qu'on refusait même aux États-Unis, en France, au Canada, les Haïtiens ne pouvaient pas donner leur sang. Parce que les 4 H, c'est les hémophiles, héroïnomanes, les Haïtiens, les homosexuels. Les homosexuels. Donc, c'est 4 H. Donc, député en Haïtien connaît que c'était stigmatisé. C'est ça, les stigmatisations et les discriminations. Vous comprenez 4 H. Et je pense que ce que j'aime avec la communauté haïtienne, c'est que le problème était réel. C'est pas communauté haïtienne, non seulement côté gens qui te gagnent dans les années 87, mais te gagnent en pile monde. En pile monde haïtien. En pile monde. Dans les hôpitaux, ils étaient rembourrés de gens, c'était d'origine haïtienne. Et immédiatement, Santé Canada et la communauté, il y avait différents organismes communautaires qui se sont mis ensemble avec Santé Canada et ont monté un groupe de réflexion pour la prise en charge de ces personnes. C'est de là que je crois que Gabvi a pris naissance. C'était pas Gabvi, c'était GHP SIDA, une affaire de ce genre. Et puis c'est là, donc c'est une communauté qui se prend en charge. Et je peux en dire long pour avoir travaillé 15 ans avec la communauté. C'est une communauté qui se prend en charge. Et nous embrassons avec nous les communautés africaines aussi. OK. Donc, rappelez aux auditeurs que s'il y a des questionnements, s'il y a besoin d'aide, besoin d'informations, besoin de ressources, il y a plein d'organismes qui sont sur place et qui a aidé. Comme nous parlons de VIH-Sida, nous parlons du VIH, nous parlons du Sida. Nous avons dit que c'est une infection sexuellement transmissible. Donc, rappelons aux auditeurs, c'est quoi les modes de transmission du VIH où tu fais un coup d'œil tout à l'heure pour te dire, les moustiques ne participent pas. Chita sous mon wash, pas là-dedans. Manger dans la même assiette avec un monde qui a VIH-Sida, pas là-dedans. Rappelez-nous par conséquent quels sont les modes de transmission, Dr. Jolteus. Bon. Mode de transmission du VIH. Et avant de rentrer dans les modes de transmission, il faut dire aux gens que ce virus, comment il rentre. Là, il rentre dans l'organisme, qui ça le fait?
Parce que tout à l'heure, nous te dit pas de vaccin pour lui. Pourquoi? C'est parce que ce virus, quand il rentre, il va dans ton ADN. Immédiatement. Il y a différentes façons. Il a détruit tout globule blanc, ok, que aurait les CD4, globule qui est là pour booster l'organisme, qui pour réagir contre l'agression microbienne. Donc, qui ça virus ça fait lui-même, là, il détruit. De temps en temps, il détruit et puis il prend place et puis c'est comme ça le système nous vient qui nous rend immunodéficients. C'est ça. Donc, c'est immunodéficience acquise que lié. C'est important. Ou pas, c'est pas parce que moi, t'es gagné qui fait que petitement a gagné. Donc, c'est pas un bagage qui est héréditaire. C'est un bagage qui est acquise. C'est ça. Et parlant des modes de transmission, nous dit tout côté nous pas capable prendre, mais la peine, notez pas dans la dernière émission de la relation par la pénétration vaginale et anale. C'est lors d'un rapport sexuel que on y a un partenaire qui est infecté, capable de transmettre l'autre dans la pénétration. On a aussi par la voie sanguine, transmission sang à sang. Si par exemple, je l'ai dans mon sang est infecté et que sang mal tombé, non coupure dans sang l'autre monde que je suis capable de transmettre l'île. Il y a aussi par le partage d'aiguilles souillées, d'aiguilles contaminées dans les établissements de soins et chez les toxicomanes. Il y a pu utiliser, il y a partagé drogue, donc et seringue, donc il est capable de transmettre l'île. Et aussi la mère qui peut transmettre le VIH à son enfant au cours de la grossesse, au cours de l'accouchement et aussi de l'allaitement. Et dans le mode de transmission, ça, il faut me dire nous tout que ça a évolué un peu parce que j'ai mené pendant 8 ans à peu près un projet avec Sainte-Justine où le taux de transmission de la mère à l'enfant, du VIH de la mère à l'enfant était de 33%. Maintenant, c'est à 0%. Donc, une femme porteuse du VIH peut donner naissance à un enfant normal sans VIH. Mais il faut que dans le bilan prénatal, qu'on fasse le test du VIH et immédiatement après, à la 7e semaine de grossesse, la femme est mise sous traitement et l'enfant va être né sans le VIH. Sans le VIH. Mais il faut faire attention. L'allaitement maternel, il faut pas que la femme allaite le bébé. Parce que le VIH peut se transmettre aussi de cette façon. Pendant qu'on dit ça, ça me rappelle aussi, disons, un long périple que j'ai eu en Haïti. Parce qu'en Haïti, il y a plusieurs programmes de prévention, transmission VIH. C'est des programmes que l'on appelle les PV-VIH. Donc, ou PTME, prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Donc, j'ai travaillé notamment avec l'organisme Médecins du Monde, Médecins du Monde Canada en Haïti. Puis, c'est un programme qui est effectivement assez efficace où les femmes sont prises en charge. Mais la question, c'est premier bagaille là, c'est le dépistage, qui c'est le nœud de la prévention. Ouais. Et comme on parle de nos jeunes, et donc les moins de 25 ans, donc, cela voudrait dire aussi même le dépistage avant la grossesse. Parce que quelqu'un qui se fait dépister avant la grossesse, avant de tomber enceinte, peut voir son taux de virus réduit complètement et entrer en grossesse pratiquement saine. Et puis, plus de chances pour que c'est un bébé qui... Donc, en gros, le VIH-Sida n'est pas une fatalité. Il faut prévenir. Si on a déjà été exposé, il faut se faire dépister. Et puis, la prise en charge est relativement facile. Et puis, comme parce qu'on arrive maintenant à cette formule I égale I. C'est charge virale indétectable. Donc, c'est quand la personne qui prend régulièrement ses médicaments arrive à avoir une charge virale indétectable. Donc, on met I égale I, c'est indétectabilité égale intransmissibilité. Donc, ce qui veut dire que la personne ne peut pas transmettre à son partenaire, si sa charge virale est indétectable. Donc ce qui veut dire que un monde qui a vécu avec VIH-Sida, même s'il est à l'intérieur d'un couple, il n'y a pas besoin de courir pour lui. Non, il n'y a pas besoin de courir pour lui. Si son monde qui sait, qui fait affaire comme il faut, donc il est capable de gagner en vie conjugale, en vie sexuelle, pratiquement normale, mais en prenant des précautions. En prenant des précautions. Bon, j'aime ça parce que ça a porté pour nous. Nous pensons que nous apportons non seulement de l'information pour les gens, mais c'est un message d'espoir basé sur la vérité pour dire aux gens, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église, n'ayez pas peur des gens avec le VIH-Sida.
parce que ces gens-là peuvent vivre de façon très normale, même à l'intérieur d'un couple. Oui. C'est ça qu'on veut dire. Oui. Et voilà pourquoi on parle aussi des différents volets dans le traitement. Il y a le traitement médical curatif, il y a le traitement préventif, il y a aussi le volet soutien aussi psychosocial dont on va parler. C'est là aussi, non seulement l'Église doit être impliquée, les familles, l'Église chrétienne doit s'impliquer dans la prévention, il faut aussi qu'elle s'implique dans l'accompagnement. Parce que la mission que le Seigneur nous donne, c'est d'accompagner les gens. Oui. Et moi, je prends un petit peu de temps pour dire que très souvent, on entend les gens qui prient pour le cancer. Prier pour les gens qui ont cancer. Il fait que, il n'y a pas jamais prier pour les gens qui ont sida. Alors que les personnes qui vivent avec le VIH sont dans l'église. Parce que yo vini, yo tendez, n'a prié, n'a servi un bon Dieu qui guérit toutes les maladies. Donc, à l'annonce du diagnostic, yo cherchent un chemin au monde qui a aidé avec maladie. Donc, ils sont là. Ils ne vont pas vous dire qu'ils sont atteints du VIH, mais il faut prier pour eux tout. Je crois que faut que tabou mitsa li sorti. Bon, j'espère que le message est rendu. Chers auditeurs, une petite pause. On revient tout à l'heure. Fidèles auditeurs, frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal et vous écoutez, vous suivez, vous participez avec nous à votre émission Parlons Santé. Aujourd'hui, nous débattons sur le VIH-Sida et nous sommes partis tantôt avant la pause sur une note importante, une note qui pourrait, que j'appellerais surprenante, à savoir que le VIH-Sida est aussi dans nos églises. Donc, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des amis, nous avons des collègues qui sont atteints de VIH-Sida et qui sont parmi nous. Bon, c'est pas une raison pour nous courir pour eux, mais ils sont parmi nous. Donc, ce qui veut dire aussi que nos jeunes, nos moins jeunes, qui se mettent ensemble, qui vont contracter mariage, il faut pas se leurrer. Le VIH-Sida est à l'église, tout le monde peut être atteint, donc il faut se protéger. Et par conséquent, une des choses que j'aimerais peut-être partager avec nos auditeurs, donc on va poser la question à Dr Jolteus, c'est est-ce que être atteint du VIH notamment, est-ce qu'on va avoir des symptômes? Est-ce qu'on a des symptômes? On dit que le VIH, l'infection au VIH, c'est une épidémie silencieuse. Silencieuse pourquoi? Parce que ça fait beaucoup de ravages, mais il y a une phase silencieuse qui est la phase de l'infection au VIH. J'en avais parlé tantôt où vous ne savez pas, vous avez eu un contact, un rapport à risque, vous vous êtes mis à risque, vous avez contracté le VIH et vous ne le savez pas.
dépendant de la personne, ça peut prendre 3 mois jusqu'à 10 ans avant que le premier signe se manifeste. Donc, c'est important de savoir que c'est cette phase qu'on appelle la phase silencieuse qui est l'infection au VIH. Et que je vous dise aussi que le VIH n'apparaît pas sur le visage de quelqu'un. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Et qu'il y a avec les ARV, les antirétroviraux, moun sa yo pi frais passer ou même qui par un VIH. Donc, il faut faire attention. Il y a la phase maladie qu'on appelle SIDA, ou le syndrome d'immunodéficience acquise, c'est on parle de maladie, on avait parlé de ça la semaine dernière, c'est parce qu'il y a des signes. Donc c'est là ça a des signes. Mais infection est capable d'évoluer sans signe. Et en phase plus avancée, dès qu'on a des signes, qu'on est que ou déjà dans phase maladie, que dans phase sida, là où passer phase infection ou dans phase sida. Donc aucun symptôme jusqu'à ce que les symptômes du sida se manifestent, et cela peut aller jusqu'à 10 ans, comme on a dit tantôt. OK? Et il y a de légers symptômes qui sont capables de paraître dans une phase plus avancée, phase sida, ou capables de gagner 50% des cas, on a senti une petite fièvre, un petit fébricule, on a senti fatigue, on a frisson, on a mal de gorge, des mal de tête, des maux de tête, des douleurs articulaires, douleurs musculaires. On a senti, on a une glande qui paraît, on a senti l'antigène. C'est les symptômes tant que la grippe. Et ça semblait Covid. Oui. Et symptômes ça, il n'y a pas dis pas tout nos mots. Il pas spécifique à VIH. Il y a l'autre infection qui a baillé. Donc, on a trompé. D'où pour vous dire que la seule façon de savoir si quelqu'un est infecté par le VIH, c'est par le test de dépistage. Par le test de dépistage. Avant ça, Sœur Jolte, si je me rappelle bien, au tout début de ma pratique, un des signes qu'on cherchait, en tout cas la personne était déjà rendue un peu loin, c'était les multiples ganglions. Ouais. Mon yoté qu'on a tendance à ganglions un petit peu partout, qui fait qu'au orientaux, mais c'est en pratiquant ici qu'on se rend compte que la mononucléose infectieuse, c'est une maladie qui est capable de gagner tout multiples ganglions. Donc, effectivement, c'est pas spécifique du VIH. Et c'est ça qu'on a toujours fait diagnostic différentiel, il procédé par diagnostic différentiel. Exactement. OK, pour aller après. Donc, il ne faut pas se limiter, se concentrer sur les symptômes. Je parle de l'individu en question. Et puis, si on peut se rendre compte, on a parlé d'une maladie qui est sexuellement transmissible. Maintenant, tous les symptômes nous cités là, pas une qui a rapport avec le sexe. Donc, c'est là aussi que le VIH-Sida devient une maladie très, très sournoise. Parce que l'on cherche symptômes côté ou t'as c'est pas là joigneux. Donc d'où l'importance du dépistage. Donc parlons maintenant de dépistage, Sœur Jolteus. Quelques informations pour les auditeurs. Bon, le dépistage, c'est on peut faire par exemple un test sanguin. On prend son nom, OK, et on va à la recherche. Premier test, il y a des tests qui sont plus spécifiques, on va à la recherche d'anticorps. Parce que depuis un microbe rentre dans l'organisme réagit. Donc, il fait anticorps. On va à la recherche de l'anticorps. Par exemple, si j'ai eu un rapport infectant, parce que très souvent, je rencontre des personnes qui m'appellent affolées, qui disent « Madame, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je viens d'avoir un rapport avec quelqu'un. Quand j'ai été dans la toilette, j'ai vu qu'il prend des antirétroviraux. » Donc, mon a paniqué. Il me dit « Calmez-vous. » Et des fois, ils vont directement faire un test. J'ai dit « Madame, oui, le test est négatif. » J'ai dit « Le test sera toujours négatif. Parce que il faut qu'on prenne le temps, que le corps prend du temps. C'est 3 mois avant. Et si jamais vous finissez rapport ça et que tu as un test, tu vas faire un test et le test est positif, sache que tu as eu déjà 3 mois avant au moins un rapport qui a été un rapport infectant, que c'est pas partenaire ça qui fait Gwaoul. Donc il y a le test à la recherche d'anticorps, OK, que on capable faire son test sanguin lié, bien que test qui est plus fiable. Parce que on te dit que ces tests sanguins ne peuvent pas être en mesure, ne sont pas en mesure de détecter le virus durant les 2 à 4 premières semaines de l'infection. OK? Mais si tu as un test ça, il faut refaire encore après 3 mois pour sûr que ou positif ou non. Il y a aussi d'autres méthodes de dépistage anonyme, où c'est seulement toi-même qui va connaître le résultat. OK?
Il n'y a pas de nom, il y a identifié, il y a bon code, et puis il laisse ça. Parce que c'est tellement stigmatisant le VIH qu'il a fait tout effort pour ne pas divulguer statut sérologique. Il y a aussi le test, actuellement on fait l'autotest. L'autotest, c'est comme si m'dadou souligne, il y a bon kit là ou même qui fait test là. Il y a toute directive ou même qui fait test là. Donc, vous venez chercher test là, c'est vous-même qui fait test. OK? Donc, c'est à peu près ça, le dépistage. Le dépistage, il est toujours gratuit. OK? Naturellement, il y a d'autres cliniques qui le font payant, mais au niveau de la santé publique, c'est gratuit. Donc, pratico-pratique, quelqu'un qui se sent exposé, qui a été exposé au VIH, a certains choix pour se faire tester. Et la personne peut aller en ligne et faire, comment dire, une commande d'autodépistage. La personne peut aller aussi en ligne et puis planifier d'aller se faire tester dans un endroit, mais de façon anonyme, où la personne peut aller voir son médecin et puis demander un test qui est un test formel et pour mon capable de dépister. Un élément, il faut ajouter quand même, il y a le counseling qui se fait. Il faut une préparation psychologique. Si jamais la personne fait son test et qu'elle voit qu'elle est positive au VIH, il faut qu'on soit tout près de la personne pour la ramasser. Parce que ce diagnostic peut déstabiliser la personne, décourager. Il faut le counseling avant de faire le test et après le test. Le counseling pré- et post-test. Même un petit conseil rapide peut-être pour à la fois nos compatriotes qui sont ici au Québec, au Canada, pour leur dire que l'accessibilité est vraiment ouverte, elle est vraiment large et surtout que si la personne a peur de parler aux gens, de se faire identifier comme personne vivant avec le VIH, la personne peut faire son test. Donc, peut chercher un moyen de faire son test de façon anonyme et puis obtenir de l'information. Il y a plein de sites, je crois qu'il y a le test. Où elle va sur le site, elle appelle dépistage.ca et puis on lui dit d'aller par exemple dans tel organisme prendre le kit. OK? Des fois, il y a toujours des intervenants qui sont là pour accompagner si la personne veut aussi. On reste, par exemple, je sais qu'à Gapvi, la personne peut venir prendre le kit. OK, on lui donne 1 ou 2 tests. Et puis, si la personne veut faire le test chez elle, elle va le faire. OK? Mais si elle veut aussi rester dans l'organisme, il y a un intervenant qui est là pour l'accompagner pour faire le test. OK. Puis, le clin d'œil que je voulais faire aussi, c'est le clin d'œil pour nos compatriotes qui sont en Haïti. Ça fait quelque temps, comment la fête Kounia, mais l'accessibilité était quand même très, très ouverte. Donc, si on a des questionnements, chercher information et puis, bien sûr, aller se faire tester, c'est non seulement pour la survie, mais c'est tout pour la sécurité des autres. OK. Donc, on monde fait ou un rapport infectant. Alors, 2 éléments que je voulais peut-être qu'on n'a pas eu le temps de rappeler. Le premier élément, je pense que c'est important, c'est de rappeler aux gens, quand tu as eu un rapport infectant, même si ton test est négatif, parce que les anticorps ne sont pas encore sortis, mais tu es quand même un agent contaminant. Donc, tu peux contaminer quelqu'un d'autre. Donc, si tu as eu un rapport qui semble être un rapport inapproprié, donc, protège-toi et protège les autres pour les prochaines fois jusqu'à ce qu'on connaisse qui c'est premier bagaille. Puis, deuxième bagaille, c'est rappeler aux gens que le VIH, après ton premier test, tu l'as dit, mais je veux juste le rappeler, mais il faut reprendre un autre test 3 mois. Oui, il faut reprendre un autre test. Quand c'est négatif, parce que le VIH prend un certain temps avant de sortir. Si tu fais la recherche des anticorps. Maintenant, à ce stade, il faut parler aussi de la PrEP, la prophylaxie post-exposition. La PEP et la PrEP. Il y a post-exposition, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais le plus souvent quand quelqu'un m'appelle pour me dire, madame, je viens d'être, comment dit-on ça, le mot là, d'avoir un rapport, mais non protégé. Ou bien c'est quand le partenaire n'a pas dit, OK? Donc, qu'est-ce que je fais, madame? J'envoie, il y a des cliniques à l'hôpital pour
faire la prophylaxie post-exposition. Parce que le virus, ça va prendre un temps, à différentes phases. Où est-ce que le virus, quand il rentre, il va rentrer dans la cellule et il y a des médicaments qui agissent à chaque étape d'évolution du virus. Donc, il y a un temps méthode sous médicament il y a bloqué l'évolution virus là pour que vous-même pour ne pas entrer dans la cellule. C'est important pour les gens qui se font berner, ok, par dit mon Dieu, pas sérieux, parce que si tu vas en relation avec quelqu'un, tu ne t'es pas protégé, tu sais que tu es séropositif, donc tu as mis la vie de la personne en danger. Donc il y a quand même ces mesures qui sont là pour protéger la personne, pour que cette personne-là ne développe pas le VIH. C'est prophylaxion post-exposition. Mais il ne faut pas attendre 3 jours, 72 heures après que la fin arrivée pour courir aller. Parce que 72 heures, le virus a eu le temps de franchir la barrière. Mais peut-être un clin d'œil important pour nos frères et sœurs qui travaillent dans le milieu de la santé ici au Québec. Nous savons que nous en avons beaucoup. On les appelle des anges gardiens. Mais un rappel pour leur dire, s'ils sont exposés au sang, en faisant une prise de sang, ils ont une piqûre, en faisant une injection, s'il vous plaît, suivez le protocole post-exposition. Donc, chaque institution au Québec et aussi en Haïti, parce que j'ai travaillé pendant quelques temps en VIH-Sida, chaque institution a un protocole de suivi pour toute personne exposée au VIH sur le lieu du travail. Donc, s'il vous plaît, faites la déclaration, suivez les recommandations, allez vous faire tester, parce que ça peut être aussi un accident du travail et vous avez la possibilité d'empêcher que le virus se réplique, même si le traitement est un petit peu difficile, mais c'est préférable par rapport au fait de se faire infecter. Donc, nous t'avons parlé de nous toujours dans la question de traitement et nous t'avons parlé de un volet que nous relons un volet curatif. Ou t'avons parlé nous tout à l'heure déjà de lui, ou t'avons dit nous que gagnent des médicaments que nous appelons des médicaments antirétroviraux. Nous parlons de pré-exposition, nous parlons de post-exposition. La notion de pré-exposition, peut-être c'est une notion pour nous retourner là-dedans, même si le a couru dans nous, pour nous rappeler que si on moun pral gagne de moun qui puisque yo gagné un comportement à risque ou bien puisque yo avec un monde qui c'est porteur VIH ou qui est susceptible d'être porteur VIH, yo qu'on utiliser un médicament que utiliser chaque jour qui permettent que yo protéger tête yo. Donc c'est ça. On les appelle ce cas, c'est des cas de couple sérodiscordant ou bien sérodifférent. Ça capable privé dans l'église ou gagne un mari. Premièrement, on n'avait pas cette culture de faire le test prémarital. OK? Ou épouser mon nom et puis ou pas connaître si mon nom est infecté avec VIH. Maintenant, ou film marié avec lui, qui sont le faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il y a la PrEP, prophylaxie, pré-exposition. Et voilà pourquoi, à chaque année, on apporte les nouvelles informations aux leaders communautaires, à tout accompagnateur pour connaître les nouveautés, pour être capable d'offrir service à accompagner fidèles. Donc, il y a la PrEP qui, moun qui veut utiliser dans l'autre sens, utiliser les ARSA et tout ça, mais pour nous, en cas de couple sérodisférent, donc, où nous pas capables de divorcer, vous comprenez? Donc, ça, c'est une alternative que vous portez pour nous. Et puis, ça se peut aussi que les deux étaient négatif et puis dans carrière comme nous sommes dit là il y a une qui pique qui rive. Donc est-ce qu'on va quitter mon nom pour ça? C'est là ça on a besoin pour supporter. Exactement. Donc il y a des ressources, la PrEP qui va quand même aider ce couple à mener une vie sexuelle épanouie en famille qui a évolué harmonieusement. OK, donc ça c'est le volet préventif du VIH. Et il y a quelques gestes encore qu'on monde a fait pour fait prévention pour VIH-Sida, soit non couple sérodiscordant, j'en sais dire, ou bien dans la vie de chaque jour. Soit qu'à rappeler nous quelques éléments comme ça. Et puis, tout à l'heure là, on va tout profiter, nous un petit coup d'œil tout sous la notion du volet psychosocial. OK. Donc, pour fermer le chapitre du volet curatif, il faut dire aux gens que cette phase d'indétectabilité que y a dit, faut prendre médicament chaque jour.
Indétectabilité, pas veut dire qu'on n'a pas de VIH. Le virus est à l'état dormant. Si vous allez pas prendre, docteur, le fait test, ou indétectable, donc on ne peut pas transmettre, on ne peut pas prendre médicament, le virus a relevé et qu'il y a la fait dégâts. Donc il faut toujours, il y a une observance stricte des médicaments dans le volet curatif pour être indétectable. C'est important. Maintenant, comme volet préventif, nous dit que il y a des médicaments. Le fait que vous utilisez les médicaments à titre préventif là, dans le traitement, donc c'est une prévention liée. Il y a aussi l'utilisation du préservatif, des préservatifs que les condoms préservatifs masculins ou féminins. Ou capote. Ou capote, oui. Donc, il y a un capote masculin pour garçon, il y a un pour fille. Ou capable d'utiliser. Mais il faut me dire que il n'est pas préservé contre certaines ITSS. OK? Ensuite, pour qui ça nous dit? Parce que quelqu'un, on peut retrouver le VIH dans le sperme, OK? Sperme du garçon, le petit liquide pré-éjaculatoire qui sort avant l'éjaculation, ou quand je n'y la donne. Tu peux retrouver le VIH aussi dans les sécrétions vaginales de la femme. Tu le retrouves dans le sang de quelqu'un qui est infecté. Et on peut le retrouver aussi dans le lait maternel. Donc, c'est liquide de l'organisme ou capable de joindre VIH. Là. Et comme conseil préventif aussi, on a parlé du dépistage et du counseling. Où on doit aller de temps en temps ou faire test ITSSO. OK, c'est important pour faire. Il y a aussi circoncision. Maintenant, il faut encourager les garçons à faire la circoncision. Ça, c'est volontaire. Ça te protège un peu contre les ITSS. Et on sait que les ITSS, même si ce n'est pas VIH, même si c'est chlamydia ou bien l'autre bagaille, mais c'est porte qui l'ouvre. C'est une porte qui ouvre pour VIH, la vie. OK? On a parlé des PrEP, de la PrEP et du PEP. OK? Et il dit encore consommation d'alcool. Consommation d'alcool, les toxicomanes aussi, il faut, et les utilisateurs de drogues injectables, il faut qu'ils fassent attention pour ne pas partager. OK? Et puis, c'est l'élimination de la transmission mère-enfant que nous t'ai parlé de lui déjà. C'est ça le traitement, le volet préventif. Et utiliser le Securisex. C'est toute bagarre qui peut mettre vie en danger. Et puis, bien sûr, la fidélité dans le couple. C'est le premier. Nous allons retourner tout à l'heure, chers auditeurs, pour nous faire une émission ça, côté nous avons parlé du VIH-Sida. Chers auditeurs, bien-aimés, fidèles auditeurs de partout dans le monde, vous avez suivi avec nous l'émission Parlons Santé sur les ondes de la radio La Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie qui est située à Montréal. Nous avons discuté aujourd'hui du VIH-Sida. Avec nous, c'était le frère Franz Pierre, médecin de famille qui pratique ici à Montréal. C'est aussi notre sœur Roselyne Jolteus qui est médecin qui est avec nous aujourd'hui. Et nous avons comme à la console notre frère Charlton Saint-Jean. Ah ouais, je me rappelle maintenant. C'est Charlton Saint-Jean qui est notre fidèle compagnon et accompagnateur pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, Sœur Jolteus, nous avons parlé du VIH-Sida et juste un petit rappel pour les auditeurs de ce qui a été discuté. En fait, on a dit c'est quoi le VIH-Sida, OK? Et il y a une différence entre l'infection au VIH et le SIDA. SIDA, c'est phase maladie, hein? Et qu'on est arrivé à ce stade où les médicaments sont... le SIDA est devenu une maladie chronique parce que le traitement allait très bien, mais il faut qu'on se fasse dépister parce qu'il y a cette phase silencieuse où mon est capable d'infecter et le pas connaître. Et je vous rappelle que maintenant, on est à cette génération, les enfants qui sont nés avec le VIH, ils ont 30 ans, ils ont marié, ils ont toute barrière. Donc, c'est important de se faire dépister. C'est important. Et le dépistage prémarital aussi est important. Il faut que nous fassions. Il
il y a aussi, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de la prévention positive aussi. Prévention positive, c'est pour les personnes qui sont déjà infectées par le VIH. Parce que ce sont des humains, ils ont besoin d'être supportés. Et au niveau des traitements, on a dit qu'il y a le volet curatif, ou un médicament, il y a le volet préventif ou pas mettre à risque, ok, et ou utiliser des préservatifs, condoms et tout ça, ou faire test de dépistage ou pour sûr. Il y a aussi le volet psychosocial, dont on ne peut pas s'en passer. Parce que les personnes qui vivent avec le VIH, leur famille aussi, leur communauté ont besoin de soutien pour faire face aux difficultés de la maladie. Donc, il y a une prise en charge de soutien dans le domaine du VIH qui amène une amélioration de la qualité de vie de la personne. Donc, si dans l'église, nous connaissons que les gens n'ont pas besoin de dire, et ça, moi, fait VIH. Dit pas Douli, mais si jamais on te connaît. Et puis, l'autre chose encore, quand vous allez prier pour les gens, pas demander de qui ça y c'est important. Vous apportez vos soutiens parce que je connais que nous gagnons ministère ça dans l'église, on a le prier avec nous. Si nous nous sentons à l'aise, la Djouli, établissez un climat de confiance avec la personne et pas moi de mon qui ça le gagner pour le cap pas gêner. OK? La prière, c'est on a eu des témoignages de gens infectés par le VIH ou qui maladie sida qui disent comment prier a aidé à passer au travers de ça. Parce que la guérison pour moi c'est pas l'absence de maladie. Non. OK? Donc c'est important que l'église soutenu Mounsayo, que même dans le discours aussi théologique, pour ne pas considérer, pour dire que le sida c'est le péché, parce que ou pas qu'être sidéen qui chita dans l'assemblée qui vient à la recherche de solution, de compassion, d'amour dans l'église et là vient entendre un discours réprobateur. Donc ou exclut mon alors que l'église sont terre d'accueil lié. Donc c'est important aujourd'hui, je lance ce message pour tous ceux qui nous écoutent pour que là nous connaissons un monde même si on t'a dit que grand monde qui fait VIH pour que nous soyons très accueillant, très compréhensif, pour un discours de compassion. Et cette compassion, c'est pas en pitié, c'est en solidarité pour gagner à monde. Parce que la personne qui a le VIH, c'est une personne qui vit comme son monde lié à part entière. Donc, arrêtons de stigmatiser les gens. Arrêtons de discriminer les personnes qui vivent avec le VIH, comblez-le avec l'amour, la compassion, parce que nous sommes des disciples de Christ. À l'instar de Christ, qui l'était une femme samaritaine, l'était bali compassion, l'était accompagné de l'amour. Donc nous, en tant que disciples de Christ, nous devons accompagner les personnes qui vivent avec le VIH. Nous venons de suivre et d'écouter un éditorial, un plaidoyer vibrant et sincère sur le VIH-Sida. Donc, nous disons Sœur Jolteus un grand merci. Rappelez-vous de nous écrire sur radeepa@philadelphie.org. Nous terminons par la prière. Seigneur Dieu, fidèle et saint, merci. Merci d'avoir fait de nous, Seigneur Dieu, des messagers de toi, des messagers de la vérité, des messagers de la bonne nouvelle, mais aussi, Seigneur Dieu, des messagers scientifiques. Permets, Seigneur Dieu, que nos conseils soient entendus et que nos conseils soient suivis pour qu'il y ait un corps saint pour un esprit saint. Merci Père d'amour, au nom de Jésus ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. À la prochaine, chers auditeurs.
expecté. Y'a marché, crève et brisé. Ça finit.